Il y a quelque chose d'assez magique de rentrer dans un endroit où on ne connaît pas les gens, mais on s'assoit à côté d'eux. Et on vient pour partager un amour d'images, d'histoires, d'acteurs. Il y a quelque chose d'assez beau comme ça, de rentrer dans cette caverne et de voir ces projections. C'est assez magique. La peur fait partie de son quotidien, l'adrénaline est sa matrice, son ADN. Comment un petit Parisien est devenu l'archange de l'horreur outre-Atlantique? Depuis Haute Tension, il joue avec nos nerfs, avec Tronçonneuse, Piranha et Alligator de rigueur. Le cinéaste partage ses cauchemars. Je me souviens petit d'être à la fois terrifié et fasciné par tout ce qui va se passer. Et si tout cela n'était qu'un moyen d'exorciser ses frayeurs intérieures, voici... C'est Alexandre Aja et c'est ma carte blanche. Mes premiers souvenirs de salle de cinéma, c'est très très tôt, en fait, une projection du Grand Pardon qu'a réalisé mon père. On doit être donc 81 ou 82, je dois avoir 3 ans, et je me suis étranglé avec un mentos. Et je me souviens de mon père qui me tient par le pied et qui me secoue, en fait, pour me débloquer le mentos bloqué dans la gorge. Mais je me souviens aussi que le film n'est pas un film vraiment pour enfants. Et j'ai comme ça un souvenir du mec qui est noyé dans le tonneau d'huile d'olive. Mes premiers souvenirs de cinéma, ils sont en effet souvent liés justement au sentiment de peur, de terreur et de découvrir des images qui sont un petit peu inattendues. Je me souviens de rentrer dans une pièce où des enfants plus âgés que moi étaient en train de regarder Les Aventuriers de l'Arche perdue et de rentrer au moment où les nazis se mettent à fondre et donc tous les visages se décomposent comme ça, et d'avoir une sorte de choc visuel. Je me souviens d'avoir loué par accident Shining à 6 ou 7 ans à la place de Superman et d'être pétrifié devant le film qui passe et ne pas pouvoir faire les 2 mètres pour pouvoir arrêter le magnétoscope. Cette scène, elle est vraiment exceptionnelle parce que c'est le moment un petit peu pivot dans le film où le personnage de Jack Torrance, joué par Jack Nicholson, va vendre son âme au diable. Pour moi, il y a quelque chose de tellement simple, de tellement maîtrisé, dans la lumière, dans cette salle qui n'a pas encore de fantômes, mais qui est déjà complètement allumée, avec ce mélange un petit peu de moderne. On retrouve presque le même concept artistique que la fin de 2001. Hi, Lloyd. A little slow tonight, isn't it? Yes, it is, Mr. Torrance. Et la figure de Lloyd, le barman, qui représente le diable et qui va faire basculer Jack Torrance dans la folie meurtrière qui est son destin. Je trouve ça très, très fort. C'est juste très simple. On ne sait pas si on est dans sa tête, on ne sait pas si c'est réel. Le film a plein de niveaux d'interprétation et surtout cette interprétation exceptionnelle de Nicholson. I never laid a hand on him, goddammit. I didn't. I wouldn't touch one hair on his goddamn little head. I love the little son of a bitch. Alors j'avais lu quelque part que justement il avait
quasiment pour chaque scène 3 niveaux de jeu. Small, medium et large. That bitch. As long as I live, she'll never let me forget what happened. Et à chaque fois, je me demande quelle version Kubrick a décidé. Est-ce que ça, c'est du Jack Nicholson complètement fou, ou est-ce que c'est encore du Jack Nicholson un peu modéré? I did hurt him once, okay? It was an accident. Completely unintentional. Je dois avouer quand même que j'ai une faiblesse pour la version française du film, parce que c'est Trintignant qui fait la voix de Nicholson, et Jean-Louis Trintignant qui rajoute une petite nuance au jeu complètement dingue de ce que fait Nicholson visuellement. Il y a un plus. It was 3 goddamn years ago! Et le petit Jean Foutre avait jeté tous les cahiers de mes élèves par terre. Tout ce que je voulais, c'était leur remettre debout. Une perte momentanée de coordination musculaire. Tu vois? Here's Johnny! Ma mère m'emmenait au cinéma très souvent, presque 2 fois par semaine quand j'étais enfant, et on allait voir des films pour enfants, mais aussi des films qu'elle avait envie de voir. Et donc j'ai découvert des films qui des fois faisaient très peur, ou pas des films d'horreur nécessairement, mais des choses très adultes en fait. Et je pense que cette confrontation à toutes ces images, elle stimule l'imagination quelque part. Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de cauchemars, j'ai eu beaucoup de mal à dormir seul pendant très longtemps, des cauchemars qu'on vienne me chercher à l'école, qu'on m'entraîne, qu'on nous fusille avec toute ma famille. C'est quelque chose qui est assez universel, parce que je vois que mon fils a à peu près eu les mêmes questions au même moment sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la Shoah, sur d'être choisi parce que, pour des raisons purement racistes. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de cauchemars là-dessus. Évidemment, il y a des séquelles. Hein. Moi, je suis quelqu'un, si je rentre dans un endroit, dans une chambre d'hôtel ou un appartement que je connais pas, je vais quand même systématiquement regarder sous le lit, dans les placards, faire un petit tour. Et je sais que c'est ridicule parce qu'il n'y a vraiment pas de... Mais quelque part, ça me travaille. Et je me suis toujours demandé justement pourquoi, alors que j'étais tellement, terrifié, et que j'avais tellement de cauchemars dans mon enfance, pourquoi j'étais tellement attiré par l'horreur, par la peur, par la terreur, et par reproduire ce sentiment-là. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... C'est presque du domaine de l'exorcisme, où on a besoin de se débarrasser de cette peur, combattre le mal par le mal, quelque part. Terry Gilliam. Alors, Terry Gilliam, c'est pour moi, c'est un des premiers grands chocs. Je me souviens de découvrir Brésil dans le quartier latin, dans un petit cinéma. On avait découvert sur une copie 35, mais toute pourrie. Mais c'était déjà magique, un univers visuel magique. Et l'Armée des 12 singes, ça a été un autre choc. Let's go. Come on, let's go. Hey, go! Yo, go! Yo, Jeffrey! Le film s'inspire d'un moyen-métrage de Chris Marker qui s'appelle La Jetée, avec une sorte de complexité dans la science-fiction qui annonce tellement de choses. Games. Here's some games. Games that want to get out. See? More games. Games, they vegetize you. See? Visuellement, c'est super intéressant, c'est-à-dire que le personnage de Cole, de Bruce Willis, qui voyage dans le temps, se retrouve interné dans un asile psychiatrique où il va rencontrer Jeffrey, qui est joué par Brad Pitt. Et à partir du moment où Bruce Willis rentre dans l'asile, la caméra est complètement débulée de côté pour donner ce côté un petit peu fou qui va avec la prestation de Jeffrey. Very few of us here are actually mentally ill. I'm not saying you're not mentally ill. For all I know, you're crazy as a loon. But that's not why you're here. That's not why you're here. It's not why you're here.
You're here because of the system. C'est peut-être pas son film le plus personnel. C'est un film qu'il a fait dans la logique d'un studio, avec Bruce Willis, qui était producteur, extrêmement présent sur le film et qui a imposé pas mal de choses. Moi, j'ai beaucoup appris en tant que réal, et surtout dans mon expérience de travail aux États-Unis. C'est souvent, je pense à ce film-là. Parce que j'imagine à quel point ça a dû être dur pour Terry Gilliam de maintenir sa vision jusqu'au bout. Et en même temps, tous ces petits compromis qu'il a dû faire font que c'est un de ses films les plus réussis et les plus riches. Are you also divergent, friend? Moi, j'avais un rapport avec les films où mes parents faisaient quand même attention à ce que j'allais voir. Je me souviens d'avoir vraiment eu envie de voir Les Griffes de la Nuit, le premier, de ne pas l'avoir vu parce que j'étais trop petit. Terminator, en salle, pareil. Robocop, ça a été ces films-là que j'aurais aimé. Ce cinéma de peur, ce cinéma d'horreur est souvent un cinéma qui est justement un cinéma d'immersion. C'est-à-dire qu'un film qui fait peur, c'est par définition un film qui va nous toucher dans quelque chose qui va au-delà du simple intellect et qui va nous faire vivre cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a d'être accroché à son siège pendant un film, d'être dans l'incapacité de pouvoir manger ou boire ou parler, d'être complètement hypnotisé par les images. Quand il y a des films comme, je sais pas moi, The Descent, et que tu rentres dans la salle et tu sens que la température a monté, tu sens que les gens qui étaient là à la séance précédente, ils ont transpiré, ils étaient pas à l'aise parce que le film est vraiment terrifiant. Krampus, j'ai trouvé que c'était, une des meilleures réussites récentes dans le cinéma de genre. You should have gone to my brother's. Et j'étais surpris, c'est-à-dire que dans un monde où on est énormément autour de reboots, de remakes, de suites, de prequels, tout d'un coup, Dorothy vient avec un film qui est très original et en même temps, il y a un phénomène presque de classique instantané. J'ai toujours eu un petit faible pour le mélange de la comédie un peu noire et de l'horreur, le mélange du réel et du surnaturel, et une bonne illustration dans cette scène-là entre le mélange CG, alors des petits pains d'épices qui attaquent, c'est-à-dire des effets spéciaux numériques, et le mélange extrêmement réel de ces autres jouets de Noël comme ça qui attaquent et qui sont pour le coup essentiellement de l'animatronique, c'est-à-dire des marionnettes activées. Donc il y a un mélange un peu de toutes ces techniques qui rend la chose ultra terrifiante, évidemment avec des acteurs qui sont exceptionnels, mais il y a cette noirceur, ce côté fable de cette Amérique qui ne croit plus en rien, qui est un peu désabusée et qui va finalement le payer. Merry Christmas, Mother. That's a good girl. Moi, j'étais toujours donc fasciné par ce cinéma un peu de peur, tout en ayant très peur justement de le regarder. Et justement, pour trouver une sorte de juste milieu, en 6e, j'ai commencé à lire L'Écran fantastique et Mad Movie. C'était quelques mois après la rentrée en 6e. Et Greg Levasseur, avec qui j'écris et avec qui je produis mes films depuis toujours, Greg est venu, m'a dit « T'as vu ce film-là ?» Et puis on a commencé à parler
voilà, de tous les autres films à l'intérieur. Et puis on est devenus super copains. On s'est rendu compte qu'on aimait les mêmes choses, qu'on aimait le même cinéma, qu'on avait plein d'affinités justement. Et on a commencé à vivre un peu cette passion de cinéphilie ensemble. Dès qu'on avait un moment en vacances, on regardait des films, on essayait de faire des maquillages avec du latex pour l'envoyer pour que ce soit publié dans Mad Movie. On a commencé à écrire des histoires. C'était toujours entre du Sergio Leone, était une fois en Amérique, avec un peu d'horreur, avec la mythologie adaptée aujourd'hui. On avait toute une histoire qu'on développait sur le Minotaure dans le métro de Moscou. Voilà, ça nous a passionnés comme ça pendant toutes les années collège, lycée, et jusqu'à ce qu'on fasse notre premier court-métrage, Over the Rainbow, et puis après Furia très vite, et après Haute Tension. Pendant toutes ces années où on a écumé les vidéoclubs et on a vraiment été cinéphages quand on a mangé du film, c'est vrai qu'on a essentiellement mangé de l'import des films étrangers et en particulier évidemment du cinéma américain. C'était quelque chose où on s'y retrouvait beaucoup plus, il y avait une esthétique, des types d'histoires aussi qu'on ne trouvait pas en France. C'est-à-dire qu'évidemment, on les a vus, on est la génération 36-15 Code Père Noël ou Baby Blood. Il y avait quand même des possibilités comme ça de cinéma de genre en France. Mais en regardant un petit peu, en écumant, on s'est rendu compte qu'à part Le Cercle Rouge et Le Salaire de la peur, il y avait peu de films qui avaient cette qualité comme ça qu'on retrouvait dans ce cinéma un peu plus jusqu'au boutiste des années 70 aux États-Unis, qui a vraiment été notre principal focus. Quand on a fait La colline à des yeux, c'était vraiment le film qu'on avait à l'esprit à chaque instant. Cette scène, le duel de banjo, là, c'est pour moi une des plus belles scènes du cinéma en général. Talk about genetic deficiencies. Not pitiful. Who's picking a banjo here? On est dans un film qui est un pur survival. Et on sent une sorte de tension, et tout d'un coup, cette tension va se dissiper parce que Ronny Cox, le personnage de Ronny Cox, va commencer à jouer à l'unisson avec ce gamin qui joue du banjo. Come on, I'm with you. Et il va y avoir ce duel comme ça de musique qui monte et qui monte et qui monte, et finalement qui annonce tout le conflit qui va arriver par la suite dans le film. C'est-à-dire l'arrogance de cette Amérique des villes face à ces gens abandonnés, cette Amérique à deux vitesses. Puis il y a quelque chose aussi dans ce film-là qui est vraiment les prémices de ces films un petit peu sur la relation de l'humain avec la nature. Et finalement, c'est ces citadins qui veulent aller profiter de cette nature, qui vont détruire indirectement et qui vont se retrouver à payer le prix fort parce que ce n'est pas les seules victimes dans cette histoire. I'm lost. God damn, I can play all day with that guy. I believe you could, too. I believe you could. That's good. That's very good, too. God damn, you play a mean banjo.
Alors, la cinéphilie, elle devient très utile sur un plateau parce qu'elle est complètement assimilée, elle est déjà digérée. C'est-à-dire que tous ces films que j'ai vus, même ceux dont je ne me souviens pas vraiment, ils sont quelque part dans ma tête. Et finalement, quand je dirige une scène ou quand je dois, la veille du tournage, finaliser mon découpage et mes cadres, je sais que les idées qui vont me venir viennent aussi de toutes ces scènes que j'ai vues, tous ces plans que j'ai vus, toutes ces idées où je me suis dit « Ah, ça c'est bien, ça c'est intéressant ». Et finalement, elles s'imposent à moi. Je suis rarement dans le côté pur et simplement postmoderne, de se dire cette scène-là, c'est exactement cette scène d'un film, et je vais les faire comme ça, et je vais exactement... Non, j'aime bien, justement, avoir trop de références, et ce trop de références, finalement, va créer quelque chose qu'on a parfois, quand on est chanceux, qu'on n'a jamais vu. Il y a un truc que j'ai observé à Los Angeles et à Hollywood en général, c'est que j'ai trouvé qu'un des grands péchés des studios et un des grands problèmes des studios fondamentaux, c'était qu'ils essayent toujours de se demander ce que les gens veulent voir. Ils essayent toujours de se dire ça, ils aiment ça, ils veulent ça, ça, ils vont pas aimer, ça, ils vont... Et je pense que c'est la plus grosse erreur pour les cinéastes en général, c'est de se poser ce genre de questions. Et pour éviter de se poser ce genre de questions, j'essaye, moi, de rester un spectateur avant d'être un cinéaste. Et c'est très important pour moi. J'ai vraiment besoin d'être un spectateur. Tous les moments où j'ai eu peur pour le film, où j'ai eu peur pour mes films aux États-Unis, c'est toujours des moments où, comme ça, tout d'un coup, parce que un exécutif de studio a peur, parce qu'un patron de studio pense autre chose, parce que le public a dit ça, tout d'un coup vont perdre un peu le fil de ce que eux, en tant que spectateurs, ont ressenti finalement à la première projection. Et le travail de réalisateur, le travail de producteur aussi, c'est toujours d'être très, comment dire, de se souvenir en fait des premiers sentiments qu'on a eus. Quand je commence un film, il y a toujours quelques scènes dans le scénario qui deviennent un petit peu mes moments préférés, en tout cas les raisons pour lesquelles je veux vraiment faire ce film-là. Mais cette scène-là, pour moi, c'était le cœur du concept, même de l'essence de Crawl, c'est-à-dire un film sur voilà, cette jeune femme qui vient sauver son père dans une maison complètement sous l'eau. Ce qui est vraiment au cœur de cette scène, c'est la performance de Kaya Scodelario. On est dans le moment, il n'y a quasiment pas de dialogue. Tout est dans les regards, dans le défi entre ces deux individus qui sont prêts à survivre, l'alligator et elle. Et surtout, qui dit douche, eh ben, évidemment, il y a une référence à Psychose. Alors évidemment, c'est pas du tout la même scène, mais je me souviens d'avoir plaisanté comme ça quand on écrivait la scène, de se dire, voilà, on va essayer de faire une autre scène de douche, quelque chose qui pourra évidemment faire un petit clin d'œil à Hitchcock et à une des scènes les plus importantes dans l'histoire du cinéma de genre. J'ai grandi avec une cinéphilie qui ne m'a jamais été imposée. Et j'ai essayé avec mon fils de faire un peu la même chose. Et c'était très intéressant de voir justement là où il y a une réponse, là où il n'y a pas de réponse, ce qu'il va aimer, découvrir ses goûts, et l'orienter par rapport à ça aussi. Ah, mon fils fait beaucoup de cauchemars, voilà, il y a quand même des... Alors que justement, parce que j'en faisais beaucoup, j'ai fait attention à ne pas l'exposer à des choses trop traumatisantes et tout ça, mais finalement,
Ils partagent un peu le même, peut-être cette même imagination qui fait que malgré l'absence, et encore une fois, hein, c'est pas parce que je fais des films d'horreur que je lui montrais des films d'horreur très tôt, mais il y a quand même, je revois, je ressens, je revis avec lui les mêmes angoisses et les mêmes choses, sans avoir voulu les répéter. Donc quelque part, c'est peut-être un truc qu'on porte d'une manière innée. Big Lebowski. Et peut-être aussi, allez, Un jour sans fin. Alors, en fait, je suis ultra sensible. Alors, je sais que pour un réalisateur de films d'horreur, c'est pas forcément le truc. Mais je suis extrêmement bon public et je crois que c'est quel film me fait pas pleurer. Malheureusement, j'ai toujours des grosses lacunes sur des classiques français. Des films de Renoir, bref, des choses où j'ai un peu honte de l'avouer, mais ça fait partie d'une liste que j'ai. Et voilà, donc, prochain confinement, hop. Alors, le film que tout le monde aime, que j'ai vraiment pas aimé, alors, je dois dire, c'est Holly Motors. Alors ça, pour le coup, pourtant, j'aime beaucoup, beaucoup le cinéma de Carax. Et The Fontaine aussi. Peut-être Mother aussi, en fait, voilà. Alors, de ne pas comprendre un film, des fois, c'est presque bénéfique. Hein. J'ai toujours pas compris 2001, mais j'adore 2001, ou Eraserhead, ou Lost Highway, bon bref. Pour mon fils, c'était le livre de la jungle. Les meilleures chansons, une très belle animation, des beaux personnages, de la peur aussi. Alors, c'est pas vraiment un baiser, mais c'en est un quand même. C'est vraiment le baiser de la mort de Michael Corleone à Fredo dans Le Parrain 2. J'adorerais pouvoir faire partie de cette micro-équipe de Shining dans le labyrinthe et dans l'hôtel. Rosemary's Baby, et le fait que d'abord Mia Farrow est terrifiée par ce bébé qu'on ne voit pas, qui est difforme, qui est le fils du démon. Et puis tout d'un coup, l'instinct maternel qui reprend, et on sent que quoi qu'il arrive, elle va l'aimer, cet enfant. Merci. Merci.